Que se passe-t-il au Moyen-Orient, en Asie occidentale? Nous avons deux forces qui se font face. Les États-Unis, avec Israël, préparent une attaque contre l'Iran, et l'Iran est totalement prêt, d'après ce que j'ai vu et entendu de la part des responsables lorsque j'étais en Iran. En ce moment, que savons-nous? Le deuxième porte-avions américain, le Gerald R. Ford, vient de traverser l'océan Atlantique. Ainsi, si les États-Unis atteignent la région, ils disposeront de 2 porte-avions, de 15 destroyers et de plusieurs sous-marins nucléaires, pour un total combiné d'environ 600 missiles de croisière Tomahawk. Et comment voyez-vous le renforcement des forces dans la région? Comment percevez-vous les négociations? Parce qu'au moment où nous parlons, les équipes iraniennes et américaines sont à Genève, en train de préparer un nouveau cycle de discussion, le deuxième depuis la guerre de 12 jours. Et en ce qui concerne le renforcement militaire, combien de temps cela peut-il durer? Parce que 600 missiles de croisière Tomahawk ne signifie pas que vous êtes prêt pour une guerre d'usure. Vous êtes prêt pour une guerre éclair, mais à mon avis, elle ne durera pas très longtemps. Quelle est votre compréhension de la situation militaire dans la région, en Asie de l'Ouest? Eh bien, le problème, c'est qu'il y a des messages contradictoires concernant la situation en Iran. Vous avez mentionné une guerre d'usure, et certains disent qu'elle pourrait le devenir. Mais nous comprenons aussi qu'une guerre d'usure demande du temps. Je veux dire, quand on parle d'une guerre d'usure, on parle de quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Cela signifie qu'il faut être capable d'exercer une pression sur une longue période, pas seulement pendant un court moment. Et nous comprenons également que l'Iran est un pays gigantesque, bien plus grand que l'Irak, et que sa géographie est plus complexe. Nous comprenons aussi que les États-Unis ne pourraient pas disposer d'une composante terrestre très forte en cas de guerre avec l'Iran. Ce serait presque exclusivement l'Iran. Une guerre de missiles, une guerre aérienne et des choses de ce genre. Et ça demande une quantité énorme d'énergie et de ressources. C'est extrêmement coûteux pour un résultat très improbable. Parce que si vous êtes sûr de pouvoir occuper le pays, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez vraiment détruire son potentiel militaire. D'accord, c'est probablement faisable pour un petit pays. Mais pour l'Iran, ce ne serait pas possible. Ce qui signifie que l'usure n'est pas vraiment... Ce n'est qu'un mot, car je ne suis pas sûr que les Américains en soient capables. De plus, si vous utilisez autant de puissance contre un pays prêt à riposter ou à répondre, vous risquez bien d'allonger la guerre. You may well extend the war. I mentioned that on your website. J'ai mentionné que sur votre site web, votre émission de blog la semaine dernière, ou à peu près, il serait presque certain qu'Israël serait inclus. Et dans cette situation, l'Iran pourrait en souffrir. C'est indéniablement vrai. Les États-Unis pourraient également en pâtir, mais Israël sera le grand perdant de toute l'histoire. Il est donc très difficile de dire exactement ce que les Américains cherchent à accomplir. Ils sont probablement maintenant dans un processus très similaire à celui que nous avons observé l'année dernière. Cela signifie qu'ils utilisent la négociation comme levier pour obtenir le contrôle, passant de la négociation à la menace, puis revenant en arrière afin d'obtenir ce qu'ils veulent. Mais là encore, je ne suis pas vraiment sûr de ce que les Américains veulent atteindre en Iran. À un moment donné, il était assez clair qu'il s'agissait du potentiel nucléaire. Je veux dire, quand nous parlons de potentiel nucléaire, nous parlons clairement de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Car tout le monde sait, y compris les services de renseignement américains, que l'Iran ne possède pas d'armes nucléaires, et du moins pas encore de programme d'armement nucléaire. Mais encore une fois, tout ce que nous faisons actuellement pourrait simplement inciter les Iraniens à lancer un tel programme.
Pour l'instant, ils ne l'ont pas fait. Ce qui signifie que toutes ces menaces concernant les questions nucléaires, l'enrichissement, le non-enrichissement et tout le reste ne concernent pas le potentiel militaire. Il s'agit de l'Iran en tant que puissance économique régionale. C'est là le véritable enjeu, car l'Iran n'est pas une menace militaire. Il ne l'a pas été depuis le XVIIIe siècle, et je ne vois aucune raison pour que l'Iran devienne une menace militaire pour le reste du monde. Donc, nous parlons parfois du potentiel nucléaire, parfois des missiles balistiques, conventionnels ou non conventionnels. Mais je veux dire, essentiellement aujourd'hui, ils sont conventionnels. Et évidemment, il est aussi question de missiles hypersoniques et de tout cela car c'est une source majeure d'inquiétude, en particulier pour les Israéliens. Et parfois, nous parlons de changement de régime. Il y a eu ces manifestations et il y avait aussi des rumeurs, rapportées par le New York Times, si je ne me trompe pas, selon lesquelles les États-Unis pourraient déployer une sorte de commando et mener une opération similaire à celle qu'ils ont tentée au Venezuela avec Maduro, pour capturer ou enlever certains membres de la direction, peut-être Khamenei ou d'autres, et les utiliser d'une manière ou d'une autre comme otages. Nous ne savons donc pas exactement ce que les Américains visent, et cela rend également l'ensemble très difficile à évaluer. En plus de l'absence d'un objectif clair, la prise de décision aux États-Unis est extrêmement erratique. Nous en avons parlé à de nombreuses reprises, mais personne ne peut vraiment se fier à ce que dit Trump. Lorsqu'on lui a demandé quels étaient les objectifs d'une éventuelle action en Iran, il n'a même pas été capable de dire ce qu'il voulait accomplir. Alors comment peut-on mener une opération militaire efficace à court ou à long terme? Ce n'est pas la question. Mais peut-on mener une opération militaire sans savoir exactement ce que l'on veut atteindre? Et si vous agissez ainsi, et vous vous souvenez peut-être que pour l'Irak c'était très similaire, je veux dire, on parlait de ces armes de destruction massive, n'est-ce pas? Nous savions qu'il n'y en avait pas. Exactement la même situation. Et à la fin, il s'agissait de renverser Saddam Hussein. Mais renverser Saddam Hussein n'a absolument pas résolu le problème. Car après cela, il n'y avait plus que le chaos à la place de l'Irak. Pendant un certain temps, personne ne savait ce qui se passait. Puis il y a eu tout l'épisode de l'État islamique et tout le reste. Cela s'est produit parce qu'il n'y avait plus de pouvoir fort à Bagdad. Donc si votre objectif est simplement un changement de régime, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Qui prend la relève après la direction actuelle? Vous savez, il se pourrait bien qu'il s'agisse du fils de l'ancien Shah d'Iran. Je veux dire, je ne sais pas à quel point cette personne est connue en Iran, et je ne sais même pas si elle y serait acceptée, appréciée ou soutenue, évidemment. Nous jouons avec la situation. Nous ne savons pas qui pourrait être le prochain dirigeant. Nous ne savons pas ce qu'il adviendrait de cette personne. Est-ce que cela déclencherait une nouvelle révolution? Est-ce que cela provoquerait des troubles? Est-ce que cela diviserait le pays? Nous ne savons pas quel en serait le résultat. Le problème, c'est qu'avec toutes ces opérations menées par l'Occident, on ne fait en réalité que créer le chaos. Et le chaos a pour conséquence que la vie dans ces pays devient impossible. Et si l'on écoute ces gens à Davos ou à la conférence sur la sécurité de Munich, je crois que c'était bien la conférence sur la sécurité de Munich, on entendait des personnes dire que le renversement de la direction iranienne profiterait à toute la région, en améliorant l'économie du Moyen-Orient et tout le reste. Mais enfin, comment peuvent-ils dire cela? Tout le monde part du principe que tout le monde déteste la direction actuelle et que,
Par conséquent, si on la remplace, le pays deviendra automatiquement une démocratie à l'occidentale. C'est exactement ce que les gens ont en tête lorsqu'ils parlent de se débarrasser de Vladimir Poutine. Personne ne sait vraiment qui devrait ou qui pourrait être le prochain. Ils ne le savent pas. Ils pensent simplement qu'en supprimant Poutine, parce que tout le monde déteste Poutine, tout le monde déteste Khamenei, et ainsi de suite, tout sera résolu. Ce sont des suppositions. Le problème, c'est que ce n'est probablement pas le cas. Je ne sais pas exactement quelle est la situation en Iran, mais je n'ai pas l'impression que tout le monde déteste la direction actuelle. Et c'est pareil en Russie, par exemple. Mais dans cette situation, si nous écartons ces personnes, nous ne faisons que créer un déséquilibre dans le pays. Nous le déstabilisons. Et déstabiliser le pays, ça signifie créer le chaos. Et que signifie créer le chaos? Cela veut dire qu'à nouveau, beaucoup de gens migreront vers l'Europe ou vers les États-Unis ou ailleurs. Ainsi, la vie sera impossible dans leur propre pays. Nous revenons, je parle de la Russie, à une époque où la mafia dirigeait le pays au début des années 1990, et des choses de ce genre. Donc, encore une fois, toute cette idée selon laquelle la direction actuelle n'est pas acceptable, pour des raisons que personne ne connaît vraiment, nous avons simplement décidé que ces personnes étaient inaptes à diriger le pays. Mais cela reste une hypothèse occidentale. C'est nous qui l'avons décrétée. Nous ne prêtons même pas attention à ce que pense la majorité de la population. Par conséquent, tout ce que nous faisons pour parrainer ou promouvoir un changement dans ces pays est voué à l'échec, car nous ne savons pas exactement qui nous soutenons. En général, nous finissons par soutenir les factions les plus extrémistes. C'est tout à fait vrai en Iran. Je veux dire, les Français, les Britanniques et les Américains ont soutenu un mouvement terroriste en Iran depuis 2008, en fait, depuis le début des années 1980. Mais cela était déjà très clair pendant la guerre d'Irak. Il y avait un soutien à des mouvements séparatistes et nationalistes dans diverses régions de l'Iran. Jusqu'à présent, l'Iran a réussi à garder le contrôle sur ces groupes. Je le suppose. Je ne connais pas exactement la situation, mais je le suppose. Mais le fait est que, lorsque nous disons que nous soutenons la démocratie, nous ne soutenons pas la démocratie. Nous soutenons des factions extrémistes dans ces pays. Et nous partons du principe que ces gens, parce qu'ils parlent de démocratie, mais c'est leur version de la démocratie. Ce n'est pas la démocratie telle que nous la comprenons, disons, en Suisse par exemple. C'est-à-dire que nous soutenons des factions extrémistes. Et c'est exactement la même chose que nous faisons en Russie. C'est la même chose que nous faisions au départ en Ukraine. C'est exactement ce que nous avons fait en Libye également, où nous avons soutenu les islamistes. C'était les Français et les Britanniques. Je veux dire, il n'y a aucun doute là-dessus, car ils détestaient simplement Kadhafi, et donc ils considéraient que Kadhafi n'était pas démocratique. Alors, l'ennemi de Kadhafi devait être démocratique. Et c'est ce raisonnement qui a conduit au soutien des factions islamistes. C'est exactement ce qu'ils ont fait en 2011. Et aujourd'hui, c'est le chaos. Je veux dire, il n'y a plus de gouvernance. Souvenez-vous qu'en 2010, la Libye avait l'indice de développement humain le plus élevé de toute l'Afrique. Et depuis, tout s'est effondré. Il n'y a plus de bonne gouvernance. Nous détruisons tout pour des raisons que personne ne comprend vraiment. Et ce sont des gens comme Trump, et avant lui, bien sûr, George W. Bush, des personnes qui ne comprenaient pas grand-chose au reste du monde, qui prennent ces décisions. Trump a probablement beaucoup voyagé. Mais je me souviens que lorsque George Bush est devenu président, il n'était jamais sorti des États-Unis. Ce sont donc ces gens-là qui décident de la guerre. Et c'est aussi quelque chose que nous voyons aujourd'hui en Europe.
Parce que nous sommes incapables de gérer nos problèmes intérieurs, nous avons tendance à les exporter et à faire la guerre. Est-ce pour distraire l'opinion publique? Est-ce pour montrer que nous sommes capables d'agir et de faire quelque chose de différent? Je ne sais pas exactement quelle en est la logique, et c'est quelque chose que seuls des psychiatres pourraient expliquer. Mais la réalité, c'est que plus nous devenons faibles, plus nous devenons bellicistes. Et c'est une réaction très étrange. Nous l'avons vu en 2001 et 2002. C'était exactement ce à quoi George W. Bush était confronté. Il n'avait pas tenu ses promesses sur le plan intérieur. Alors il a commencé à exporter le problème, à se poser en décideur de la guerre, parce qu'il n'était pas capable de jouer ce rôle sur les questions nationales. Nous avons la même chose en Europe. Je veux dire, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, ils ont tous des économies en déclin. Mais c'est justement à ce moment-là qu'ils deviennent plus déterminés à faire la guerre. On observe la même chose au niveau européen. Souvenez-vous de Davos, il y a seulement quelques semaines, quand Zelensky a critiqué les Européens. C'était une critique très vive et virulente de l'Europe. Ce qui montre que, évidemment, l'Europe n'est pas capable de gérer ses propres problèmes. Elle n'est pas en mesure d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Alors maintenant, il s'agit de soutenir des guerres, de promouvoir la guerre en dehors de l'humain. Et c'est exactement la même chose avec les États-Unis. Je ne sais pas exactement si les États-Unis sont redevenus grands jusqu'à présent. Je n'en suis pas sûr. Je pense que cette politique erratique de tarifs, pas de tarifs, oui, non, 100%, 10%, 200%, 1000%, 500%, personne ne sait vraiment qui impose des tarifs sur quoi, dans quel but, ce qu'on en retire, et ainsi de suite. En conséquence, les gens ont tendance à perdre confiance, à ne plus faire confiance et à éviter d'investir dans des pays où la prise de décision est aussi erratique. Nous avons exactement la même chose en Europe. Je veux dire, l'Europe a atteint son plus bas niveau depuis 8 ans en matière d'investissement étranger, parce que les gens ne font plus confiance à l'Europe. Nous ne savons pas exactement ce qu'ils veulent accomplir. Et cette situation est extrêmement dangereuse, car plus nos pays s'affaiblissent, et plus ils deviennent enclins à faire la guerre à l'extérieur. Et c'est pour cela que je suis un peu. Ce qui m'inquiète à propos de l'Iran, c'est que nous ne savons même pas ce que nous voulons accomplir. Nous voulons simplement faire la guerre. C'est ce que nous savons faire. Nous voulons frapper. Mais pourquoi exactement? Avec quel résultat? Quel est l'objectif attendu de tout cela? Personne ne le sait vraiment. Et cela me paraît extrêmement dangereux. Cela pourrait déstabiliser la planète entière à un moment donné. Nous avons maintenant vu que les Russes et les Chinois ont compris qu'ils devraient probablement agir eux aussi. J'ai entendu dire, mais je n'ai vu aucune confirmation, qu'il existerait désormais une sorte d'accord de défense entre l'Iran, la Russie et la Chine. Je ne connais pas exactement la portée de cet accord, ni s'il implique également la possibilité pour la Russie ou la Chine d'envoyer des troupes au sol. Je ne sais pas exactement ce que couvre cet accord, et je ne sais même pas s'il existe réellement. Mais cela indiquerait qu'il y a un sentiment croissant d'inquiétude dans le reste du monde, que nous devons être capables de répondre aux États-Unis et de rendre le coût de toute intervention plus élevé pour eux. Et les États-Unis n'ont pas une économie très saine aujourd'hui. On voit que le dollar s'effondre, par exemple. Les gens ont tendance à se débarrasser du dollar ou à l'éviter en raison de l'incertitude qui l'entoure, ce qui signifie que les États-Unis ne sont pas dans la meilleure position pour mener une guerre prolongée contre qui que ce soit. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles les États-Unis veulent se retirer d'Ukraine, parce qu'ils voient qu'il s'agit d'un conflit qui ne mène absolument nulle part
où l'on dépense simplement de l'argent sans aucun résultat. Le problème avec l'Iran, c'est qu'il y a tellement, je dirais, d'obsessions à son sujet aux États-Unis. Je veux dire, aux États-Unis, il y a ces obsessions. Il y a quelques pays qui ont déclenché ce genre de fixation. Évidemment, l'Iran, Cuba et dans une certaine mesure le Venezuela. C'est simplement une obsession aux États-Unis. Et quand on parle d'obsession, ça signifie que la prise de décision concernant ces cas ou ces pays n'est plus rationnelle. Sans réflexion rationnelle, ni prise de décision rationnelle, cela peut mener à quelque chose de dramatique. Et c'est une véritable source d'inquiétude. On pourrait dire, d'accord, vous avez un objectif limité. Vous allez au Niger parce que vous voulez récupérer ces mines d'uranium et des choses de ce genre. D'accord, alors vous y allez, vous occupez une partie du pays. Cela peut être coûteux si l'on compare cela à l'objectif, mais c'est faisable. Vous pourriez le faire. Mais avec l'Iran, qu'est-ce que c'est? Je veux dire, voulez-vous occuper l'Iran? Si vous changez de régime, qui vient ensuite? Quelle faction? Quel groupe ethnique? On ne parle pas de tribus, mais de quels groupes ethniques vont l'emporter? Et des choses de ce genre. Tout cela n'est qu'une recette pour un chaos supplémentaire. Et personne n'a besoin de chaos aujourd'hui. Certainement pas les États-Unis d'ailleurs. Les États-Unis devraient vouloir la stabilité. La stabilité dans la prise de décision, la stabilité dans les relations avec les autres, l'absence de conflit. Et vous savez, tout cela est réalisable. Nous avons tendance à dépeindre nos ennemis comme irrationnels, et nous avons une compréhension fataliste d'eux. Mais c'est pas vrai. L'Iran est extrêmement rationnel. La Chine et la Russie se sont également montrées extrêmement rationnelles, ce qui signifie qu'il serait très facile de conclure des accords avec elles. Mais quand on parle d'un accord n'est pas « si tu ne fais pas ça, je te tire dessus ». Ça, c'est un accord de type mafieux. Un véritable accord, c'est lorsque les deux parties voient un avantage à coopérer l'une avec l'autre. Toutes les parties doivent y gagner quelque chose. Ce ne sera peut-être pas exactement la même chose ni le même niveau d'avantage, mais tout le monde doit être satisfait de l'accord. Et cela exige de parler, cela exige de la diplomatie, cela exige du dialogue, et cela peut s'appliquer à n'importe quel pays. Je ne vois aucun pays qu'il faudrait attaquer aujourd'hui. Je veux dire, l'Iran est certainement l'un des pays les plus ouverts au dialogue et à la coopération avec l'Occident. Pourquoi devrions-nous frapper un pays pour atteindre un objectif que nous ne pouvons même pas définir? C'est absurde, une pure absurdité. Le problème iranien, je veux dire, je vais le dire très simplement, je pourrais le résoudre en 2 jours, littéralement, à condition que nous acceptions de leur parler, à condition que nous ne cherchions pas à leur imposer quoi que ce soit, à condition que nous reconnaissions qu'ils ont leur propre manière de vivre, tout comme nous avons la nôtre. Il n'y a pas de meilleur système, seulement le système que les gens veulent avoir. Honnêtement, cela m'est égal. Je ne suis pas musulman, je ne suis pas chiite. Je n'ai pas de sympathie particulière pour aucun gouvernement. Mais en même temps, pourquoi devrais-je m'en soucier? Je veux dire, ce n'est pas mon problème. Je devrais simplement entretenir de bonnes relations avec les gens. Et si les Iraniens estiment que c'est ce qu'ils veulent, eh bien c'est leur décision, pas la mienne. Et c'est quelque chose que les gens en Occident refusent de comprendre. Nous n'acceptons pas que la Russie soit comme ceci, que l'Iran soit comme cela, que l'Irak, blablabla. Nous voulons quelque chose de différent. Nous ne savons même pas exactement ce que nous voulons d'ailleurs. Nous savons juste que nous ne voulons pas de ce qui existe. Nous voulons simplement quelque chose de différent. Mais oh, nous ne savons pas. Et ça, je trouve que c'est totalement stupide. Donc je ne sais pas exactement ce qui en sortira.
So I don't know exactly what will come out of that. I'm not able to assess what will happen because Encore une fois, je ne suis pas en mesure d'évaluer ce qui va se passer, car je n'ai pas pu définir quel serait l'objectif d'une attaque contre l'Iran. Alors, que voulez-vous accomplir? Si vous voulez simplement détruire, eh bien, les Américains savent très bien faire cela. Ils ont excellé dans ce domaine. Ils n'ont simplement pas été très bons pour reconstruire les choses, voyez-vous. Mais l'essence du conflit, si vous voulez changer les choses, détruire est une chose, reconstruire est la plus importante, car la reconstruction définit l'avenir. Et si vous ne savez pas ce que vous voulez bâtir après avoir tout détruit, alors quel était le but de la destruction au départ? Et c'est ce qui m'inquiète un peu à propos des États-Unis, surtout en ce moment, cette obsession selon laquelle l'Iran doit être détruit. It's just this obsession that Iran must be destroyed.